à toutes et à tous, merci d'être là pour ce nouveau temps dans la bulle créa. La bulle créa de ces 10 ans de Big. Et on se retrouve depuis maintenant 5 ans, puisqu'on a repris la compétence création en 2019. Et donc, comment transformer une idée en un véritable projet d'entreprise? Souvent, moi, quand je rencontre des entrepreneurs, on me dit oh, j'ai une idée, c'est quoi le statut? Est-ce que mon idée elle est bonne? Pas la science infuse. Comment pouvoir dire à quelqu'un qu'une idée est bonne ou qu'une idée n'est pas bonne? C'est clairement impossible et en aurais-je le droit? Alors, j'ai invité un panel de deux créateurs plus un binôme de créateurs de l'autre côté pour échanger sur leur idée et comment ils ont fait de cette idée un véritable projet entrepreneurial et comment ce projet entrepreneurial aujourd'hui grandit. C'est tout l'objet de cette intervention. Et puis, comme vous avez vu qu'on a une grande parité dans les intervenants cet après-midi dans cet atelier, je vous propose donc de commencer par une femme, Alexandra. Alexandra qui n'est pas du tout médecin, mais pourtant qui a créé une entreprise qui s'appelle Dr Siro. Dr Siro, Alexandra. Comment est-ce né? Bonjour à tous. Donc moi, je suis Alexandra Laroche-Chaïb et effectivement, je suis la fondatrice de Dr Siro. Alors moi, l'idée m'est venue une nuit de novembre 2018. Je suis maman de 2 petites filles et ma fille âgée de 2 ans m'a réveillée en plein milieu de la nuit avec une forte fièvre. Donc je me suis penchée au-dessus de son lit pour lui donner une pipette de Doliprane. Alors vous connaissez tous le Doliprane, c'est le médicament hyper sexy, rose, au goût de fraise, tout ça, tout ça. Elle en a jamais voulu, donc elle a fait un mouvement du bras pour dégager mon bras et me faire comprendre que ça allait pas se passer comme je le voulais. Donc j'ai lutté toute la nuit, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai essayé la méthode douce. Le syndrome de la mauvaise mère. Voilà. N'est-ce pas? Ah, t'aimes bien dire ça. Hein. Je suis une très bonne maman, je crois. Et donc, elle n'a jamais voulu prendre son médicament. Donc, j'ai passé la nuit à voir sa fièvre monter, à essayer de trouver une solution pour lui faire prendre son médicament. J'ai absolument rien trouvé. Et la fatigue aidant et la fatigue physique et nerveuse aidante, j'ai essayé vraiment de trouver des solutions. J'ai fouillé sur Google, comme on fait à chaque fois quand on a un problème dans sa vie quotidienne. Et je me suis rendu compte qu'il n'existait rien, aucune solution pour accompagner les enfants sur l'observance thérapeutique et accompagner la prise de médicaments chez les enfants. Donc je me suis dit, soit je tiens l'idée du siècle et c'est génial, ou soit alors c'est complètement nul et je vais faire un flop. T'attends pour le moment sur la réponse A, on est bien. Mais voilà, donc le lendemain matin, après mes petites recherches sur Google et avoir un petit peu navigué sur le net pour comprendre qu'il ne se passait rien ni en France ni ailleurs dans le monde. Je me suis rendue chez le pédiatre déjà pour soigner ma fille dans un premier temps, parce que je ne suis pas allée aux urgences. Je me suis dit que je n'allais pas saturer. Oui, je suis quand même une bonne maman, tu vois. Je n'allais pas saturer les urgences, donc je suis allée chez le pédiatre. Et puis le pédiatre m'a dit, effectivement, madame, il n'existe rien aujourd'hui en France. Alors ailleurs, je ne sais pas, mais chez nous, il n'existe rien. Et je me suis dit, allez, c'est pour moi, je vais le faire, je vais l'inventer. Donc j'ai commencé à gratter en 2018, à dessiner mon petit personnage Dr Siro, à écrire des histoires, à faire un projet de gamification. Et donc, je me suis lancée dans la gamification et j'ai créé un produit d'édition et une application en intelligence artificielle qui permet à l'enfant de rencontrer mon personnage en appel FaceTime. Et donc, je prends le relais du parent sur la prise de médicaments et maintenant, depuis peu, sur le sommeil. Donc, j'accompagne le sommeil de l'enfant. Je fais en sorte qu'il s'endorme rapidement et qu'il ne se relève pas. Donc, voilà, je suis un soutien. Tu vois que je suis une bonne maman, finalement. J'aide les parents. Et Alexandra a été lauréate du concours 101 femmes entrepreneurs de Matignon. En 2024, première édition de ce concours, espérons qu'on aura une deuxième en 2025. C'est tout ce qu'on se souhaite chez nous, chez BPI France, chez la collectivité des responsables création entrepreneuriat dont je suis en région. Parce que c'est une belle aventure d'avoir toutes des femmes dans une diversité avec une niaque de dingue qui représente les territoires et c'est vraiment fabuleux. Merci Alexandra pour ce témoignage. On y reviendra peut-être après. Je voudrais passer à Julien. Alors Julien, lui, c'est un adepte de Bacchus. Et comme adepte de Bacchus, beaucoup de choses se passent dans le caveau. Mais lui, il a créé la caveau. Bizarre comme nom, la caveau. J'ai invité que des gens bizarres aujourd'hui, vous allez voir.
Ouais, c'est ça qui est assez amusant, c'est que le point de départ de notre échange, ça me semblait être l'idée, mais pas la marque. Et du coup, on commence par la marque et pas par l'idée. Alors, on finira par la marque et on va reprendre l'idée. Alors, l'idée, c'est pas la mienne, très honnêtement, c'est celle d'une jeune ingénieure qui a quelques mois, parce que c'est une idée qui est extrêmement récente. En gros, c'est début 2024, qui, après une expérience dans la maroquinerie, après une expérience dans le nucléaire, se rend compte que la formation professionnelle aujourd'hui en France, c'est des PowerPoint et on est surtout, malheureusement, un consommateur de formation, mais plus un acteur. Et du coup, elle décide de créer des jeux de société qui mettent en avant les pédagogies et les compétences dans les techniques de négociation commerciale, dans les achats et plein d'autres choses. Et ça, c'est l'idée de départ. C'est comment je sors l'apprenant de la consommation d'une formation à être acteur. Et du coup, là, elle est un peu embêtée parce qu'elle n'a pas d'expérience d'entrepreneuse là-dessus. Et du coup, elle en discute. Elle en discute avec 2 associés, puisque je deviens associé dans l'histoire à la suite. Et cette idée, on peut la transformer en entreprise parce que du coup, on crée un business plan. Parce qu'on va commencer à travailler sur le côté commercial, on va commencer à travailler sur la partie communication, marketing, on va travailler avec le réseau, on parlait de la BPI, mais il y a aussi le réseau Entreprendre, il y a plein d'autres réseaux en France qui nous permettent justement de transformer une idée en entreprise. Aujourd'hui, c'est quelques formations faites pour quasiment un chiffre d'affaires de 20 à 30 000 euros sur la fin 2024, un prévisionnel à plus de 100 000 euros sur l'année 2025. Donc un vrai élan de développement. On a des partenariats qui ont été signés avec des organismes de formation, avec des formateurs indépendants aussi. Voilà comment on passe d'une idée à une entreprise. Et pour la marque, la Caveau, comme les 2 associés qui ont repris, qui sont revenus avec Virginie sur l'idée de départ, on est tous fans de vin. Et on s'est dit que la cave aux formations, la cave aux jeux, etc. Et du coup, on est resté sur ça. Merci Julien. Si tu veux bien, on passe la parole à Elocine ou à Soeb. Et à Soeb, d'ailleurs, pourquoi choisir? Alors, Soeb et Elocine, eux, ils ont regardé dans leur quotidien du côté de Colmar. Vous savez, on est presque de l'autre côté de la frontière, d'abord. Des gens qui commencent à avoir un accent un peu bizarre, l'accent alsacien. Je suis taquin. Mais en plus, ils aiment bien prendre l'accent alsacien. Un peu trop, Philippe. Mais non. Et en fait, ils se sont dit, c'est moche parce que les agriculteurs, des fois, ils n'arrivent pas à vendre leurs produits. Ils ont fabriqué avec beaucoup de cœur à leur juste prix. Et on n'arrive pas à le commercialiser en local, alors que si on pouvait le commercialiser en local, on résoudrait plein de choses. En plus, on a des mamans des quartiers qui ne trouvent pas de boulot. En plus, on a des restaurateurs qui ne trouvent pas de main-d'œuvre. Ils se sont dit, là, il y a une connexion à faire. Et c'est comme ça que sont nés les légumes d'à côté. Exactement, Philippe. Alors en fait, nous, avant tout ça, il faut savoir qu'avec Soeb, on est des amis d'enfance et on a toujours voulu entreprendre. Donc on avait un besoin d'entreprendre. Et en fait, on n'avait pas forcément les moyens, on n'avait pas forcément un projet, un problème à résoudre. Au fur et à mesure de notre parcours, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des vraies problématiques. Notamment, Soeb, il s'est rendu compte dans un parcours dans la restauration qu'il y avait des problèmes pour les restaurateurs locaux à se fournir en produits locaux finalement, alors qu'on est une Alsace qui fait partie du Grand Est, la région Grand Est, qui est la 2e région qui produit le plus en termes d'agriculture, notamment par exemple de la pomme de terre, un des produits phares qu'on travaille. Donc en fait, on a commencé après de nombreuses discussions à creuser et on s'est rendu compte qu'il y avait encore plus de problématiques. Les restaurateurs, comme tu dis, qui avaient des problèmes de main-d'œuvre. Et au final, on a regardé pourquoi finalement ils ne se produisent pas en local. On a regardé que le produit locaux, en général, c'était des produits qui coûtaient assez cher. C'est ce qu'on entend souvent parler. On a essayé de trouver une solution pour répondre à tout ça. Notamment les agriculteurs aussi, que j'ai oubliés, qui avaient souvent des surplus de production ou des produits qu'ils n'arrivaient pas à vendre aux GMS, aux grandes surfaces, etc. parce qu'ils voulaient un cahier des charges qui était un peu parfait. Ou ils sont un peu plus moches que des autres. Exactement. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait avec Soeb, c'est qu'on a créé une solution, donc une légumerie sociale et solidaire, donc en fait, qui prend des surplus de production aux agriculteurs quand ils en ont trop et qu'ils n'arrivent pas à les vendre, des produits parfois moches, on les transforme, on les épluche, on les découpe, on les conditionne en sous-vide, et en fait, on les fournit aux restaurateurs, aux cantines scolaires, aux distributeurs. Et en fait, on répond à beaucoup de solutions. Et en fait, l'objectif, c'est notre business model.
Dans notre business model, en fait, on a pensé à des unités de production moyennes au lieu de faire une grande unité de production nationale qu'on va déployer dans plein de régions. Et en fait, l'objectif, c'est de concurrencer finalement les produits qui viennent de très loin avec une approche prix sur des produits locaux. Et c'est ce qu'on est en train de résoudre. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur de la frite maison qu'on produit, on est moins cher que la plupart des frites surgelées dans notre région. Donc pour vous dire à quel point, sur un premier outil, sur une V0, au bout d'un an de production, on arrive à concurrencer des grandes marques internationales. Voilà, je laisse Sohaib continuer. Sohaib, Elocine nous a pas parlé de ce que vous faites aussi en offrant du travail à des mamans du quartier. C'est ça, donc Elocine a bien présenté notre entreprise. Donc, suite à ça, on s'est installé en plein centre d'un quartier. Donc, on est issu de quartier populaire mulhousien. On est allé à quelques kilomètres parce qu'on a rencontré une formidable pépinière à Colmar et elle est en plein quartier. Et donc, on a dans la transformation, dans le processus de transformation de légumes, on a plusieurs tâches à faible valeur ajoutée, donc principalement de la découpe de légumes. Et donc, on a pour projet donc, de recruter des mamans qui sont à proximité pour qu'elles puissent venir travailler dans des horaires adéquats ou, par exemple, les horaires où les enfants sont à l'école, pour qu'elles puissent justement travailler au sein de notre entreprise et s'occuper de ces tâches donc de découpe de légumes qui, pour beaucoup, maîtrisent totalement ces tâches-là. Alors, ils ne l'ont pas dit, mais Elocine et Sohaib sont les lauréats 2023 du concours national en Grand Est, enfin du concours Talent des cités en Grand Est et lauréats nationaux. Ça mérite aussi des applaudissements. Merci. Esther, chez Femmes de Territoire, par rapport à ces témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, comment tu vois ces évolutions d'idées comment on va chercher ces idées dans la vie quotidienne, peut-être dans la vie de la famille, dans la vie des voisins, dans la vie du quartier? Comment on fait grandir tout ça pour qu'en fait ça vienne l'idée? Et je poserai la question après, de façon complètement similaire à Reda de Positive et à Adrien de chez BGE Alsace-Lorraine. Ça marche. Alors déjà, chez nous, Femmes des Territoires, on est un réseau d'entraide et de partage de compétences pour toutes les femmes dans l'entrepreneuriat, peu importe où elles en sont dans le projet. Et du coup, on en voit passer aussi des porteuses de projets, des personnes qui sont en phase d'idées et qui gravitent un petit peu autour de qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le développer, qui sont là aussi pour se renseigner, pour développer leurs compétences. Et quelque chose qu'on remarque beaucoup, c'est typiquement l'envie d'innover, de se dire mais c'est quoi finalement moi la grande innovation, mais si d'autres personnes le font déjà, c'est exactement ce que tu as dit aussi avant Alexandra, mais en fait peut-être que ça existe déjà et que je suis à côté de la plaque. Et pour moi ça c'est un gros sujet quand on cherche l'idée de son projet. C'est déjà de se dire l'innovation, c'est pas forcément la grande innovation technologique, c'est pas forcément que ça existe déjà et du coup tant pis pour moi, je ne peux pas créer ce projet. C'est de se dire, l'innovation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas sur son territoire? Typiquement, à Mulhouse, ça n'existait pas, vous l'avez créé. C'est une innovation territoriale, en fait. C'est que vous répondez à un besoin sur le territoire. Peut-être que ça existe ailleurs, mais c'est ça aussi l'innovation. Et du coup, des fois, c'est de se dire, peut-être que c'est des choses qui sont déjà existantes, qu'on a déjà vues, qui nous ont inspirés, dont notre territoire a besoin. Ou alors une nouvelle cible, les enfants. Ou alors, de pouvoir un peu prendre le problème à l'envers et de se dire, c'est un projet qui m'intéresse, c'est une idée qui me parle et qui me plaît. Je vais voir comment je peux l'adapter à ce que moi j'ai envie d'offrir, ce que moi j'ai envie de donner dans ce projet. Et après, la deuxième chose aussi dans tout ça, c'est de se dire que, effectivement, il faut s'inspirer de sa vie, il faut s'inspirer de ce qu'on voit. Et c'est exactement les témoignages qu'on a eu là, en fait. C'est de se dire, je vois des problématiques dans mon quotidien. Et en fait, comment est-ce que moi je peux les aborder? Comment est-ce que je peux prendre le problème à l'envers? Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et c'est finalement ça aussi, l'entrepreneuriat utile, l'entrepreneuriat qui sert. Et ça n'a pas forcément besoin d'être l'idée révolutionnaire du siècle. La France aujourd'hui, la France, le tissu économique français, c'est des TPE, c'est des très petites entreprises, c'est de l'entrepreneuriat local, c'est de l'entrepreneuriat dans les territoires. Et du coup, c'est aussi important de se dire, en fait,
tous les entrepreneuriats comptent. Et la boulangerie qu'on ouvre au coin de sa rue, la sophrologue qui s'installe dans un quartier où il y a beaucoup d'enfants en souffrance, par exemple. Voilà, typiquement, tout ce genre d'entrepreneuriat reste très utile et très important aussi. Reda, chez Positive, vous êtes plutôt centré sur les quartiers politiques de la ville, des quartiers qui font souvent parler d'eux, malheureusement, pour des mauvaises raisons, dans lesquels, pour autant, il y a énormément d'énergie. Et se tenait dernièrement à Paris, au CESE, le Forum économique des banlieues, où on apprenait que ces griffons dont on parle et ces 280 000 entreprises qui sont les quartiers politiques de la ville, qui font quand même chaque année 75 milliards d'euros consolidés de chiffre d'affaires, qui font travailler près de 200 000 personnes. Oui. Vous avez vu, j'ai les bons chiffres. Hein. C'est bien, c'est bien. J'ai révisé. Eh bien, on apprenait que ces entreprises-là étaient très profitables et avaient une énergie de dingue. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans les quartiers, toi qui es au quotidien? Oui. Bonjour à tous. Donc, Reda Boudjema, moi, je suis responsable régional sur la Normandie. Et c'est vrai que notre cœur de cible, je dirais, c'est les quartiers politiques de la ville. Peu importe, je dirais, parce que finalement, ce qu'on décrit là, c'est on les retrouve partout. Exactement. Il y a des communs, si vous voulez, aux porteurs de projets de manière générale. Mais ce qu'on remarque dans les quartiers, moi j'aime bien quelqu'un qui me disait dans les quartiers, c'est dans la pauvreté qu'on trouve la richesse. Allez, turbiné. Mais c'est dans ce quotidien de ces gens qui sont dans leurs difficultés, du quotidien, que naissent des idées. Et je dirais, ça commence par des choses de base qu'on nous apprend, c'est d'être curieux, d'être ouvert, d'être aussi, alors peut-être surprendre dans l'introspection, parce que c'est aussi en se cherchant qu'on trouve aussi des choses ou des solutions qui peuvent permettre à d'autres de mieux vivre leur vie. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil, on part du vécu. Et moi, j'aime bien le côté aussi local, parce que c'est vrai qu'il y a des solutions qui peuvent très bien marcher en Alsace, finalement. Et si peut-être, je ne vous le souhaite pas, bien sûr, je vous souhaite de développer à une grande échelle, à l'échelle internationale même. Mais c'est vrai que demain, peut-être qu'en Normandie, votre projet, il prendra une autre forme. Il fonctionnera, mais avec d'autres ressorts. En tout cas, ce qui revient souvent, c'est ça. C'est l'idée que c'est dans votre quotidien qu'il faut chercher, finalement, aussi cette idée. L'idée aussi, elle peut naître aussi des échanges. L'idée de toujours... moi, j'aime bien aussi l'idée de réseauter, parce que c'est vrai que c'est aussi en échangeant avec des personnes qui ne sont pas forcément de son monde, de son univers, qu'on arrive des fois à trouver des solutions. Et puis, au-delà de ça, ce qu'on nous apprend souvent, c'est de répondre à un besoin. Vous savez, c'est la base. On nous dit, pour qu'une chose existe, une solution existe, elle répond à un besoin. Donc, partons du besoin. Et c'est pas toujours facile de repérer, de mesurer, de quantifier le besoin. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, ça tient à vous et votre... je veux dire, manière de voir le monde, c'est de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir en soi. Enfin voilà, c'est un peu le message que j'aimerais faire passer. Merci Reda. Rien. Adrien, toi tu es chez BGE, reste pas devant l'enceinte s'il te plaît. Viens ici. Chez BGE Alsace-Lorraine. En fait, chercher une idée au bout du compte, quand on y réfléchit, c'est un peu être chercheur d'or, être avec son petit ami, être dans les pieds dans le ruisseau, remuer ses mètres cubes de sable pour trouver la pépite. Mais la pépite, au départ, est-ce qu'elle est aussi belle que ça? C'est une très bonne question, Philippe. Merci de la poser. Ça fait le lien avec la thématique de l'intervention de cet après-midi. Comment transformer mon idée en véritable projet d'entreprise? Est-ce qu'on peut aussi parler de la transmutation des métaux? Comment on passe du plomb en or, d'une pépite, on ne sait pas encore quoi en faire, en un bel objet précieux? Et j'ai tenu cet après-midi le desk BGE là-bas. Donc notre cœur de métier de chez BGE, c'est l'accompagnement à la création d'entreprise, l'accompagnement et la formation. Et en fait, je crois que cette question de transformation de l'idée en projet, tous les entrepreneurs, ils l'ont au début. Et selon moi, au niveau de l'accompagnement, il y a deux points qui sont essentiels. C'est la méthode et c'est la posture. La méthode, pourquoi? Parce que quand on devient chef d'entreprise, on a deux métiers. On a son métier, on était un bon boulanger, on l'a dit avant, on restera boulanger, mais on devient aussi chef d'entreprise. Et le métier de chef d'entreprise, il s'apprend, tout comme un autre métier. Et il faut pouvoir structurer son idée pour en faire un projet viable. Parce que des idées qui sont de belles idées sur le papier, ça existe, il y en a plein. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette belle idée? Comment est-ce qu'on en fait un modèle viable pour pouvoir en vivre soi-même? Et ça, on se le pose. Et pour transformer une idée en projet, il faut passer par toute une phase de structuration. Il faut commencer par une étude de marché. Il faut passer par l'élaboration d'un budget prévisionnel. Il faut pouvoir faire une étude de faisabilité de cette idée. Et en fait, sinon, ça ne restera qu'au stade de l'idée. Le but, quand on crée une entreprise, c'est de pouvoir en vivre, essentiellement soi, et de faire vivre aussi d'autres personnes. Donc, il faut qu'il y ait un modèle économique qui sous-tend tout ça. Et c'est pour ça que les structures d'accompagnement, comme Positive Planet, comme BGE, comme tous nos confrères,
On est là aussi pour accompagner les personnes sur la méthodologie et acquérir de nouvelles façons de travailler. Parce que sinon, l'idée, elle reste au stade de l'idée. Alors nous, on accompagne, mais c'est l'entrepreneur qui fait. C'est lui qui a son idée et c'est lui qui va la développer. Et ensuite, je parlais de posture avant. Pourquoi la posture? Parce que des idées, il n'y a pas d'idées révolutionnaires. Je dis ça, on a à peu près quoi? 5000 personnes qu'on accompagne sur l'Alsace et la Lorraine. Sur les 5000 personnes, il y a toujours des gens qui nous disent « Moi, j'ai une idée incroyable, personne ne l'a jamais eue. » Honnêtement, depuis que l'homme est homme, je pense que toutes les idées, on les a déjà eues. Ce qui va fondamentalement changer les choses, c'est la posture entrepreneuriale. C'est se dire « Ok, comment est-ce que je vais faire, moi, en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir porter un projet et pour pouvoir faire de cette idée quelque chose de viable et comment je vais m'adapter à mon marché, comment je vais m'adapter à mon environnement et comment je vais faire pour en vivre. » Et vous pouvez prendre 2 idées et 2 entrepreneurs, le projet, il ne sera pas le même. Il ne sera pas le même parce que l'entrepreneur, l'entreprise est un reflet de l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, il va faire des choix stratégiques, des choses qui lui appartiennent à lui, et ça fait peur parce que prendre des choix stratégiques, ça nous engage nous, ça peut engager les salariés, ça engage aussi notre famille, ça engage beaucoup de monde autour de nous. Des fois, on est tout seul, et des fois, on est accompagné. Alors nous, on fait un super travail, structure d'accompagnement, on n'en doute pas, mais ce qui est aussi important, c'est l'échange entre pairs, entre autres chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est des gens, même s'ils ne sont pas sur le même type d'activité, ils vont se rendre compte que j'ai déjà eu ce type de problème, comment tu as fait pour le résoudre? J'ai une idée commerciale, qu'est-ce que tu en penses? Et je pense que le fait de s'entourer, d'être dans un écosystème entrepreneurial, c'est quelque chose qui est très intéressant. D'où, on s'en doute bien, l'importance des pépinières d'entreprise, puisqu'on crée aussi tout un écosystème au service de nos entrepreneurs. Bon, mais c'est clair que l'accompagnement, c'est essentiel. On ne peut pas rester seul face à ces difficultés. La solitude de l'entrepreneur, c'est ce qui tue l'entrepreneur et ce qui tue l'entreprise. On n'est jamais mieux qu'à partager ses difficultés parce que de toute façon, chaque entrepreneur passe par les mêmes stades de difficulté. Même difficulté quand on réussit parce qu'il faut embaucher, mais comment embauche-t-on? Et ainsi de suite. Donc, de l'idée au projet, voilà, l'important, trouver une pépite, savoir la tailler pour en faire devenir, pour qu'elle devienne un bijou, savoir se transformer pour en même temps être un magnifique joaillier qui met en avant, en manœuvre son bijou pour que vraiment qu'il devienne un joyau. Enfin, c'est ce triptyque-là qui permet la réussite de l'entreprise demain. J'excuse Jean-Pierre Arfeuil d'Initiative Grand Nancy qui aurait dû être parmi nous, qui a été retenu pour des raisons opérationnelles. Puis je voudrais conclure ce temps sur le QR code, le Pass Créa. Le Pass Créa que vous trouverez sur le site bpifrance-création.fr. Dispositif gratuit dans lequel vous retrouverez de l'intelligence artificielle qui vous permettra de réfléchir, de prendre de la distance, mais en même temps de rentrer plus profondément dans la construction de votre projet. Il vous permettra aussi de pouvoir commencer l'élaboration de votre business plan. Vous savez, ce fameux machin où on met des chiffres qui correspondent à l'histoire que vous voulez raconter, et qui est l'horreur, le début de l'horreur, parce que quand on est entrepreneur, on est dans l'idée de vouloir créer un jeu pour aider l'enfant à prendre son médicament, mais commencer à rentrer dans les chiffres, mais quelle horreur, j'ai horreur de la comptabilité. Pour autant, si vous n'êtes pas en capacité de causer un minimum comptable du vocable financier avec votre banquier lorsque vous allez demander 100 000 euros de prêt, je pense que vous cramez de suite. Il faut à un moment maîtriser à minima ce vocable-là pour pouvoir être vis-à-vis du banquier quelqu'un en qui on peut avoir confiance puisqu'il comprend les codes, il connaît les codes, il parle finance, il parle entreprise. Donc, moi je vous invite, si vous avez un projet de création, inscrivez-vous sur le site, ça ne vous coûtera rien, vous aurez une mine d'informations, l'IA va aussi vous guider. Si vous nous regardez sur YouTube et que vous êtes au cœur de la ruralité, il n'y a pas un réseau à moins de 50 km, ça va vous faire le début d'un accompagnement. Vous pourrez aussi prendre rendez-vous avec des réseaux d'accompagnement de la création d'entreprises au plus proche de chez vous, mais au moins ça vous donnera un début de structuration pour commencer à vraiment rentrer plus profondément dans votre projet, tout en prenant en même temps le recul qui va bien pour avoir un regard critique. Puis je conclurai sur
un sujet, souvent on me dit, mais c'est quoi le bon statut pour demain pour mon entreprise? Et à chaque fois, je dis, écoute, tu as une idée, mais commence à écrire la vie de ton idée. Dis-moi, en écrivant un texte, comment ton idée d'aujourd'hui, tu la vois dans 2 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, pourquoi pas? Et c'est ce parcours-là qui fera qu'à la fin, quand on connaîtra votre parcours, qui permettra de dire que, aujourd'hui, par rapport à là où vous voulez amener votre entreprise, ce statut-là sera le plus adapté parce qu'il sera le plus évolutif par rapport à votre projet, à vous. Et c'est ce qui permettra aussi de donner toute la confiance qu'il faudra que vous acquériez vis-à-vis de votre banquier, qui au bout du compte, c'est votre premier financeur, c'est votre premier fournisseur, celui qui fournit le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Je vous souhaite plein de réussite dans vos projets. Si vous avez des questions, vous pouvez échanger avec nous. On a encore 4 minutes. La parole est à la salle. Oui, des questions au fond? Oui. Alors bonjour, c'était juste pour savoir quelles sont les qualités et votre état d'esprit qui a fait que vous avez transformé une idée en un projet et quel a été le déclic pour faire cette idée un projet. C'est-à-dire dans quel état d'esprit vous étiez pour vous dire ok, cette idée, ça y est, j'y vais, je me lance, je fais un projet entrepreneurial derrière. Comment on passe de l'idée à oser se lancer? Quel état d'esprit qui permet de dire ça vaut le coup? Allez, Alexandre. Moi, je dirais la désobéissance en premier. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai annoncé mon projet de Docteur Siro, je l'ai annoncé un peu comme une 3e grossesse dans mon cas. Et mes proches, je m'attendais à une vague de waouh, trop bien. Et finalement, tu te rends compte que les gens vont te renvoyer leur propre peur. Et ça va être ah non, mais tu as deux enfants en bas âge, tu as un super poste, c'est le Covid. Enfin, les gens vont te renvoyer finalement leurs propres peurs qui ne sont pas les miennes. Donc moi, je suis née désobéissante, donc j'ai continué à désobéir et me lancer dans mon projet. Je crois que j'ai bien fait. Et je dirais évidemment la résilience quand tu es entrepreneur. Il faut que tu saches que tu vas te prendre évidemment des portes. C'est le jeu. Voilà, il faut se relever après ça. Et je rajouterais savoir s'entourer aussi. Moi, je me suis associée avec une formidable personne qui est là, qui s'appelle Nicolas Roger, qui est mon opposé. Alors non pas en valeur, mais en termes de compétences. C'est-à-dire que lui est très analytique, très dans la recherche. Il gratte. Moi, je suis l'inverse. Et s'entourer de personnes vraiment différentes, c'est hyper enrichissant. Donc ça, c'est les 3 valeurs qui, pour moi, sont importantes. Vraie richesse, oui, effectivement. Oui, Là aussi, on a un binôme qui est différent. Ouais. Pour répondre à la question, on a beaucoup parlé de business plan, d'études de marché, mais l'idée, elle arrive, et après, ça nous est arrivé, on est resté longtemps au bureau. Bon, c'était la bibliothèque à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de local, c'était vraiment au tout début. Donc on est resté longtemps au bureau et on ne challengeait pas notre idée. Et notre idée, c'est vraiment très important d'aller sur le terrain, au quotidien, la challenger, la tester. Et ce qu'on faisait, on allait auprès des restaurateurs. C'est quoi vos problématiques? C'est quoi le problème? Et c'est là où peut-être que la première idée n'est pas la bonne et qu'on va avoir d'autres idées qui seront beaucoup plus adaptées aux besoins de la problématique qu'on a rencontrée. Et vraiment, c'est cet axe important qui, moi, je trouve, on ne l'a pas assez fait et on l'a regretté plus tard. Donc vraiment, la phase avant, on a du temps, c'est là où il faut vraiment aller sur le terrain, il faut se transformer en commercial, il faut mettre la casquette, il ne faut pas hésiter, il faut défoncer les portes parce qu'il y en a énormément, surtout quand on n'a pas de sirette, quand on ne sait pas faire, quand on n'a pas la casquette de l'entrepreneur. Alors là, voilà, on passe... et donc, c'est vraiment à ce niveau-là, je pense que moi, je considère que c'est hyper important. Merci. Tu veux dire moi? Oui, en synthèse, ce qui est le plus important quand vous avez une idée, parlez. Parlez de cette idée, parlez autour de vous, mais aussi à vos réseaux professionnels. Et n'hésitez pas, parce que c'est eux qui vont faire vivre votre idée. Et c'est surtout eux qui vont vous donner cette vision de ça marche ou ça marche pas. Et le cas de la Caveau, avec ces jeux de société mis dans le cadre de la formation professionnelle, au début, ça peut paraître complètement fou, saugrenu. Mais quand on en parle à des chefs d'entreprise, quand on en parle à des réseaux d'entrepreneurs, quand on en parle à des apprenants, à des salariés, et que ça commence à prendre, et qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont prêts à signer avec nous, mais ouais,
C'est là qu'on se rend compte que l'idée, ben, il y a du business. Et c'est là que ça peut prendre, que ça marche. On est arrivé au bout de ces 30 minutes. Je vous remercie beaucoup, toutes et tous. Mesdames, n'hésitez pas à entreprendre. Il existe plein de dispositifs aujourd'hui pour vous aider à entreprendre. Que vous soyez jeune, moins jeune, femme, homme, que vous habitiez en milieu rural, que vous habitiez dans un quartier bourgeois ou dans un quartier politique de la ville, toutes et tous, vous avez autant de chances de réussir vos entreprises si vous savez bien vous entourer, si vous savez bien vous faire accompagner, si vous osez challenger vos idées, si vous osez relever les manches et avoir surtout de la niaque. Et puis n'oubliez pas une chose, ce que disait Alexandra tout à l'heure quelque part, probablement que vous allez à un moment tomber, probablement que vous allez écorcher un petit peu les genoux, mais dans la cour de récré, quand on était tous et tous en maternelle, on est tous tombés, pourtant on s'est tous relevés, on a tous continué à courir, et tout va bien. On se relève et on y va. Bonne fin de journée à toutes et à tous.